Allez-y, mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, merci d'avoir si massivement prenez le sac, notre invitation à participer à cette conférence de presse. D'entrée de jeu, je souhaiterais que nous accordions une minute de silence à la mémoire de tous ces jeunes qui sont décédés à la plage de Roubané. Ces 33 jeunes qui ont perdu la vie. C'est le cadre d'un drame national qui affecte aujourd'hui tout le peuple de Guinée. Je crois que je peux dire que l'opposition républicaine était en congé de la maison de la presse depuis de longs mois. Je crois que notre dernier point de presse dans cette maison date du mois de novembre 2013. Depuis, je crois que beaucoup de choses se sont passées dans notre pays. Beaucoup d'événements ont eu lieu. Et il faudrait peut-être que nous passions en revue ces questions, mais qu'on s'appesantisse essentiellement sur l'actualité. L'actualité, c'est le blocage au niveau du dialogue politique. Et l'actualité aussi, c'est les conséquences de la malgouvernance que nous vivons dans notre pays depuis quelques années. Comme vous le savez, c'est consécutivement à un dialogue politique qui s'est tenu au mois de juin et juillet 2013 qu'un accord politique interguinéen fut signé. Depuis cela, l'opposition républicaine s'est abstenue de toute manifestation sur les places de ce devoir politique, convaincu à l'époque que les dispositions contenues dans cet accord suffisaient à inscrire la Guinée dans le cercle des pays aux processus électoraux crédibles. Malheureusement, la réalité et la suite des événements ont contredit cet espoir. Nous avons signé donc cet accord et au titre de cet accord, nous avons eu à faire réaliser beaucoup d'opérations qui étaient essentiellement liées au processus électoral qui était en cours, c'est-à-dire l'organisation des élections législatives. Les activités liées à ce qu'on a appelé le dédoublonnage, le monitoring, les arbitrages, l'organisation d'un recensement additionnel, ainsi de suite, tout ceci a pu avoir lieu et les élections législatives ont pu se tenir. Ces élections, comme vous le savez, ont enregistré des fraudes importantes. Mais l'opposition républicaine, dans le souci de contribuer à l'apaisement de la vie politique de notre pays, a accepté de siéger au Parlement, bien que les différents recours qui avaient été introduits auprès de la Cour suprême n'avaient pas été examinés sous les prétextes que vous connaissez. La Cour suprême s'étant demeurée incompétente pour juger du contentieux électoral, alors que cette attribution lui est donnée, je dirais même imposée par notre Constitution. Bref, nous nous sommes retrouvés au Parlement et nous avons essayé tant bien que mal de veiller à ce que les autres dispositions de l'accord politique du 3 juillet soient effectivement appliquées. Les dispositions concernaient et concernent toujours la sélection d'un nouvel opérateur technique pour la révision du fichier électoral pour l'élection présidentielle de 2015 précédée des élections communales de 2014. Deuxièmement, c'était l'organisation de ces élections communales au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours. Troisièmement, c'était la poursuite judiciaire qui devait être engagée à l'encontre de tous les acteurs et de tous les commanditaires des actes de violence qui ont été exercés sur nos militants, sympathisants et sur les citoyens qui manifestaient sur la voie et sur la place publique en jouissant de leurs droits constitutionnels. Ensuite, c'était l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit. Puis, c'était le cas de la neutralité du service public, qui, bien qu'étant une garantie constitutionnelle et inscrite au fronton de notre loi fondamentale, n'était malheureusement pas entrée dans les mœurs politiques dans notre pays, puisque les médias de service public et les places publiques n'étaient pas accessibles à tous les partis politiques et particulièrement aux partis politiques de l'opposition. Nous nous sommes rendus compte, lorsque nous étions au Parlement, que ces questions non seulement étaient complètement occultées, ces questions étaient violées en ce qui concerne par exemple les élections communales, mais nous nous sommes rendus compte que le pouvoir n'avait aucune volonté d'organiser une table ronde pour passer en revue
les différentes dispositions de cet accord politique pour en identifier les difficultés, identifier les obstacles et trouver des solutions pour les lever. Donc c'est pour ça que nous avons écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, qui d'après l'article 58 de notre Constitution est le garant du dialogue social et celui qui est chargé de la promotion de ce dialogue et du suivi de l'application des accords signés entre le gouvernement et les partis politiques. Le Premier ministre nous a répondu qu'à partir du moment où une assemblée était en place, le dialogue devait s'y transporter et qu'il n'était plus question de créer un autre cadre de dialogue en dehors du Parlement. Oubliant premièrement que toutes les parties prenantes au dialogue de 2013 et signataires de l'accord politique interguinéen n'étaient pas représentées au Parlement. Il en est ainsi du gouvernement, il en est ainsi de la CENI, il en est ainsi de la communauté internationale qui ont signé l'accord politique du 3 juillet 2013 et qui ne sont donc pas représentés au Parlement. Oubliant également que les questions essentielles qui sont dans cet accord politique ne sont pas du ressort de l'Assemblée nationale dont la vocation, comme vous le savez, est de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale. C'est lorsque nous avons décidé de boycotter le Parlement, c'est lorsque nous avons décidé de dérouler un programme de manifestation sur les places et sur les voies publiques seulement que le gouvernement s'est résolu enfin à créer un cadre de dialogue qui allait nous permettre de débattre de cet accord politique interguinéen. L'opposition républicaine que nous sommes, une opposition responsable et pacifique, soucieuse de la préservation de la cohésion sociale, a donc sauté sur l'occasion pour non seulement aller à ce dialogue, mais reprendre sa place au niveau du Parlement. Nous avons donc été à ce dialogue et nous avons discuté d'un ordre du jour et d'un cadre de dialogue qui a été accepté par les deux partis, c'est-à-dire la mouvance présidentielle RPG et ses alliés d'une part et l'opposition de l'autre. À notre grand étonnement, vous avez suivi aussi cette actualité. Quelques jours après, ce projet d'ordre du jour a été remis en cause par le gouvernement et par le président de la République. Malgré tout, nous avons réussi à le réamender et à trouver un terrain d'entente qui nous a permis enfin d'ouvrir les débats sur le fond concernant donc ce cadre de dialogue consacré essentiellement à l'examen du niveau d'application des dispositions de l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013. Nous avons commencé ce dialogue il y a 3 jours, entre le 1er et le 9 juillet. Nous avons réussi à nous mettre entièrement d'accord sur tous les 5 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, qui ont été ramenés finalement. Cette main, on s'est mis d'accord sur tous les 5 points principaux de l'ordre du jour au niveau de ce dialogue. Je vous rappelle que pour participer à ce dialogue, 11 membres de l'opposition républicaine, 11 membres de la mouvance présidentielle, RPG et ses partis alliés, 6 membres du gouvernement, 5 représentants de la Commission électorale nationale indépendante, 2 représentants de la primature, 5 représentants du BOC, qui étaient là comme observateurs, et des membres des cabinets de certains ministères. On était à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle. Et l'accord est intervenu en présence de toutes ces personnes, puisque cet accord n'a pas été le fruit d'un travail de commission restreinte, ni le fruit d'un comité informel. C'était en séance plénière que les accords ont été obtenus. Et lorsque nous sommes sortis sur la salle, le président du cadre de dialogue, qui se trouvait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a déclaré à la presse qu'un accord total a été trouvé sur l'entièreté des points inscrits à l'ordre du jour. J'ai fait en tant que porte-parole de l'opposition la même intervention pour dire qu'on s'est entendu effectivement sur tous les points concernant aussi bien l'opérateur technique, les élections communales, les poursuites judiciaires à engager, les structures de suivi. De même qu'évidemment sur les questions liées à l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit. À notre grand étonnement, 2 jours après, alors que nous pensions venir participer au palais du peuple à une simple cérémonie de relecture et de signature, du relevé de conclusion qui a résulté de nos discussions, nous sommes rendus compte qu'on nous avait soumis un document qui ne reflétait en rien les discussions, encore moins les conclusions intervenues. C'est un document dont la partie de résolution s'étalait juste sur 2 bouts de page, mis bout à bout qui ne faisait même pas une page entière, alors que vous savez que ce dont on avait discuté se retrouvait au niveau de l'accord du 3 juillet 2013 sur au moins 4 pages. Nous avons dit que nous ne pouvions pas signer ce document en l'état. Mieux, nous avons dit que ce document ne pouvait même pas servir de base de discussion et de travail. Nous avons suggéré que nous de l'opposition, puisqu'apparemment le secrétariat
de la présidente du cadre de dialogue était défaillante et ne disposait pas de l'expertise nécessaire pour récapituler et faire la synthèse des discussions, que nous de l'opposition, nous avions suggéré un projet de relevé de conclusion, ce que nous avons fait quelques jours après. Ce projet de relevé de conclusion présentait les différents accords qui sont intervenus. Je peux vous les récapituler. Premièrement, au niveau du choix des opérateurs techniques. Nous sommes entendus, mouvance présidentielle, gouvernement et opposition, que l'opérateur technique Louis-Marc Sabari serait exclu de l'appel d'offres qui devait être lancé pour le recrutement de nouveaux experts chargés de la mise à jour de la liste électorale. Pour des raisons qui ont été largement débattues dans la salle de dialogue, et l'opposition a donné des arguments qui ont fini par convaincre les uns et les autres, qu'inviter Louis-Marc Sabari de nouveau dans le processus électoral guinéen, c'est ouvrir encore la boîte à Pandore, c'est ouvrir des perspectives de contestation des résultats de vote, c'est nous amener encore à des situations de violence identiques à celles que nous avons connues en 2012 et en 2013, du fait de l'incompétence avérée de cet opérateur technique et de sa partialité reconnue par les uns et par les autres. Un accord a été effectivement trouvé, et je le dis et je le répète, dans la salle, qui contenait une cinquantaine de personnalités, et en séance plénière, un accord formel a été trouvé autour de l'exclusion pure et simple du groupe Louis-Marc Sabari quant à l'appel d'offres qui devait être lancé pour le recrutement de l'opérateur technique. Deuxièmement, un accord a été trouvé sur les questions liées aux élections communales. Premièrement, sur le chronogramme, puisqu'il a été arrêté que les élections communales devaient se tenir au plus tard à la fin de l'année en cours, à la fin de 2014. Et deuxièmement, il a été arrêté que les anomalies constatées à l'issue des élections législatives sur le fichier électoral et sur la cartographie des bureaux de vote devaient être corrigées non pas par Sabari, mais par une expertise qui devait être recrutée par un appel à candidature, devant nous permettre d'avoir 2 ou 3 experts très rapidement, dans un délai très court, pour aider la CENI, qui n'a pas à l'interne des compétences techniques pour ce faire, pour aider la CENI donc à corriger cette anomalie et nous faciliter d'aller à ces élections communales. Là aussi, un accord a été trouvé. Et pour pallier à l'absence de sa société Sabari au niveau de la CENI, puisque nous avions arrêté également que Sabari devait arrêter séance tenante ses interventions au niveau de la CENI, contrairement à l'esprit et à la lettre de l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013, pour pallier donc à l'absence de Sabari, on avait dit donc pour recruter cette expertise technique. Ça aussi, ça a fait l'objet d'un accord formel qui a été récapitulé par le président du cadre de dialogue et qui a été acté en séance linéaire. Ensuite, nous avons discuté des problèmes de neutralité du service public. Là également, on s'est mis d'accord, mais nous avons dit que nous devions aller normalement au-delà des déclarations d'intention du gouvernement, déclarations auxquelles nous sommes habitués et qui ne sont jamais suivies de décisions effectives. Nous avons donc exigé et obtenu qu'un code de bonne conduite soit élaboré à l'intention des administrateurs territoriaux et à l'intention des journalistes des médias de service public. Un code de bonne conduite qui reprendrait donc les dispositions de la Constitution garantissant la neutralité des services publics. Nous avons obtenu que des sanctions effectives seraient prises à l'encontre des fonctionnaires indélicats qui violeraient ce principe et qu'une publicité serait donnée à ces actes administratifs de manière à servir de pédagogie pour les autres fonctionnaires du service public. Nous avons obtenu qu'on allait diligenter les procédures judiciaires liées à l'identification et à la poursuite des auteurs de violences durant nos manifestations pacifiques. Et pour ce faire, nous avons obtenu qu'un cours de 5 juges d'instruction serait mis en place au niveau du tribunal de première instance de Dixine, qui est la principale juridiction concernée par ces violences, afin que les diligences liées à ces poursuites judiciaires soient rapidement organisées. Nous avons même été plus loin. Nous avons dit qu'on n'a pas besoin d'attendre les plaintes des victimes qui peuvent se consulter ou non partie civile, mais que le procureur devait initier lui-même les informations judiciaires nécessaires devant aboutir aux sanctions pénales vis-à-vis des coupables. Nous avons aussi parlé évidemment de l'indemnisation des victimes qui découlerait en principe de ces procédures judiciaires. Et en fin de compte, nous sommes entendus sur la mise en place de structures de suivi qui allaient avoir une durée de vie pérenne, contrairement au comité de suivi et de veille issu du dialogue de juin-juillet 2013. Nous sommes entendus qu'on allait de nouveau instituer un comité de suivi et un comité de veille qui allait être chargé de suivre au plus près l'application des accords convenus dans le cadre de relevé de conclusions qui devaient être signés.
Tout ceci a été effectivement entendu en séance plénière devant tout le monde et a fait l'objet d'enregistrement par les services techniques de l'Assemblée nationale, puisque le débat s'est tenu au Palais du Peuple. Donc, à notre grand étonnement, on se retrouve dans l'impasse la plus totale. Impossible de signer un document. Je crois que c'est une situation inédite dans le monde où une négociation se tient. On sort de la négociation avec un consensus. 3 semaines après, il y a signature de bon accord. Parce que certaines personnes sont intervenues après le dialogue, et je crois que c'est très facile de situer l'identité de ces personnes, pour dire qu'il n'était pas question que Omar Sabari soit exclu du jeu électoral guinéen, qu'il n'était pas question que Sabari prenne congé maintenant de la CENI, et donc pour ces raisons-là, l'accord aujourd'hui n'est pas encore signé. Nous avons relancé le ministre de la Justice, qui est le président du cadre de dialogue, et nous avons été plutôt répondus par le ministre de l'administration du territoire, qui nous a retourné notre projet de relevé de conclusion, amputé de quelques 3 ou 4 paragraphes, qui évoquaient justement ces questions liées à l'opérateur technique Omar Sabari. Donc, évidemment, des élections communales aussi. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons donc initié immédiatement un programme de manifestation sur les places et sur les voies publiques. Nous avons donc décidé de protester contre, je dirais, ce déni de démocratie, puisqu'il y a eu un dialogue démocratique qui a été conclu par un accord, et cet accord ne parvient pas à être même mis en forme, à fortiori signé par les partis. Nous avons donc décidé purement et simplement de recommencer une manifestation sur les places et sur les voies publiques. Et la conférence de presse d'aujourd'hui est destinée à vous donner de plus amples informations sur nos motivations et aussi sur la position de l'opposition vis-à-vis de certains événements majeurs qui se déroulent aujourd'hui dans notre pays et qui sont de nature à renforcer nos convictions quant à la qualité, à la mauvaise qualité de la gouvernance qui est exercée aujourd'hui dans notre pays. Nous avons observé tout à l'heure une minute de silence à l'occasion de ces jeunes qui sont décédés il y a quelques jours à la plage de Taouya. Et je suis certain que c'est une tragédie qui aurait pu être évitée si on avait eu à la place de ce gouvernement actuel, de ce pouvoir actuel, un pouvoir qui était beaucoup moins laxiste, beaucoup moins désinvolte, beaucoup moins incompétent. Car il y a 7 mois, pratiquement jour pour jour, un drame identique s'est déroulé à la plage de Lambani. On a eu un nombre indéterminé de victimes, car tellement que les enquêtes ont été bâclées, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un bilan officiel des victimes de cette tragédie de Lambani. Ce bilan varie entre 16 et 16 personnes, il semble, mais aujourd'hui encore, on n'a pas un bilan officiel. Aujourd'hui encore, on nous promet d'autres enquêtes, on nous promet que justice sera faite, on nous promet qu'on prendra des dispositions de manière à ce que ce type de tragédie ne se répète plus en Guinée. Nous restons extrêmement sceptiques, car toutes les intentions annoncées par le gouvernement se sont révélées n'être que des effets d'annonce en ce qui concerne la poursuite du coupable quelconque. Que ce soit pour nos 57 manifestants décédés dans le cadre de nos manifestations sur les places et sur les voies publiques en 2012 et en 2013, que ce soit pour les morts de Bogota, que ce soit pour les plus de 200 ou 300 morts en forêt en juillet de l'année dernière dans le cadre des conflits intercommunautaires, que ce soit pour les décédés de la place de Lambani et autres, chaque fois qu'on nous a annoncé qu'il y aura des enquêtes et que des sanctions seront prises, on est resté systématiquement sur notre fin, les dossiers ont été enterrés et les procédures se sont éteintes en route. Je dis que c'est dommage et il faut, s'il y a beaucoup de responsabilités de ce qui s'est passé à la place de Taouya, la responsabilité essentielle revient évidemment à l'État. C'est vrai que nos familles sont devenues aussi de plus en plus laxistes en ce qui concerne l'éducation à inculquer aux enfants. C'est vrai que les enfants bénéficient de moins d'encadrement dans les différents ménages de notre pays, mais il faut reconnaître que si le gouvernement avait tiré les leçons du drame de Lambani, si on avait sanctionné les responsables, si on avait identifié les causes, si on avait réglementé de manière plus rigoureuse l'organisation des spectacles au niveau des plages, si on avait dressé un canevas ou des normes auxquelles devraient se soumettre tous les promoteurs de spectacles en Guinée, et si cela avait fait l'objet de suivi, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce drame de Taouya. Donc nous sommes là, nous sommes à votre disposition comme par le passé. Il n'y a pas de questions tabou, il n'y aura pas de langue de bois et nous serons disponibles pour répondre à toutes les questions liées au processus électoral, mais également toutes les questions liées à la gouvernance politique, économique, sociale et même judiciaire de notre pays. Je vous remercie.